Merci, Monsieur le maire. En préalable à notre intervention sur le ROB, le rapport donc d'orientation budgétaire, nous souhaitons souligner une habitude qui s'installe et qui est néfaste à la démocratie. Nous tenons à en informer les Grenoblois, mais aussi à interpeller les médias locaux. Éric Piolle et sa majorité, Monsieur le maire, font désormais systématiquement une conférence de presse juste avant le conseil municipal, entraînant ainsi certaines oppositions à faire de même. Comme si, pour les conseillers municipaux, le lieu du débat se posait dans la presse plutôt qu'en salle du conseil municipal. Il me semblait que cette mauvaise habitude avait cessé. C'est en effet une façon de détourner l'attention des médias vers des annonces sans débat ni controverse et d'avoir une visibilité supplémentaire et plus posée que celle qui se dégage d'un conseil municipal effectivement houleux. Notre groupe ne jouera pas ce théâtre malsain, malgré le fait que nous ayons bien des choses à dire nous aussi. Parce que si demain chaque groupe d'opposition fait une conférence de presse avant le conseil municipal, je souhaite bien du courage aux médias et nos conseils municipaux seront dénués de sens et de portée. Nous siégeons en conseil municipal quasiment chaque mois et nous prendrons le temps d'écouter ce que la majorité a à proposer et nous prendrons le temps de développer nos idées en conseil municipal. Cette façon de faire, associée aux relations exécrables avec les oppositions, illustre un mépris total pour le débat démocratique. Non-réponse aux questions orales, railleries et moqueries des intervenants d'opposition, relégation des questions orales en fin de conseil. Chacun peut donc conclure que la majorité d'Éric Piolle est agacée par ces oppositions qui débattent, mettent en cause ses décisions, s'expriment longuement, posent des questions qui fâchent. Chacun peut donc conclure que la majorité d'Éric Piolle est agacée tout simplement par le fonctionnement normal de la démocratie. Oui, les oppositions travaillent et maîtrisent souvent mieux les sujets que certains adjoints qui découvrent leurs délibérations en les lisant en conseil. Oui, vous avez souvent du mal à nous répondre sur le fond, car nous connaissons la vie d'une collectivité. Oui, nos propos impactent la population qui commence à sérieusement douter. Voilà qui est dit. Entamons le sujet des orientations budgétaires 2023. Vous annoncez aux Grenoblois, par voie de presse donc, un budget tremplin. C'est plutôt mignon un budget tremplin. Ça renvoie à un début d'aventure, avec un point de départ, une trajectoire et un objectif. Mes chers amis de la majorité, sur 12 ans de mandat entre 2014 et 2026, nous sommes à la 9e année. Le tremplin arrive donc un peu tard. Dit autrement, il était temps. Alors ce tremplin olympique de Grenoble, où nous emmène-t-il ? Ce tremplin est d'abord l'occasion d'envolées lyriques, chères à Grenoble en commun, et d'objectifs novlangues de dimension nationale qui, comme d'habitude, ne relèvent pas des compétences d'une ville. Je cite. C'est cette vision systémique et cet équilibre qui nous ont permis de devenir capitale verte européenne. C'est cette cohérence qui guide nos décisions stratégiques et financières. Je résume, pour faire simple, la page 2. Lutter contre le réchauffement climatique, lutter contre l'inflation et le coût des énergies, lutter contre la pauvreté. Heureusement que vous êtes là pour nous enrichir de cette vision systémique stratégique. Il ne manque plus que votre annonce sur la défense de la paix dans le monde et on est bon. Maintenant que nous sommes éclairés par les lumières de votre vision systémique, regardons plus simplement de quoi est donc constitué ce budget tremplin scintillant. Premier point, vous annoncez l'amplification des dépenses d'investissement, je vous cite, comme la clé de l'avenir en commun à Grenoble et comme la raison de l'augmentation de la taxe foncière. Ces dépenses d'investissement, quelles sont-elles ? 4 axes. La ville neuve. Qu'annoncez-vous ? Un lac baignable et un équipement jeunesse. Mirage depuis au moins 3 ans. Un tiers-lieu, une ferme urbaine. Bien sûr, au cœur des attentes des habitants du quartier, il ne leur manquait que cela. Deuxième point, rénovation des bâtiments publics. Très bien. Mais combien vraiment alloué au budget par an ? Troisième point, les bibliothèques. Un grand projet, on a bien compris votre communication, mais qui cache en réalité la fermeture de 2 bibliothèques pour enfants, celle de l'Office du tourisme et celle du Jardin de Ville. Voilà la réalité du plan bibliothèque. Quatrième axe, la santé. Aucun projet nouveau. Végétaliste à ville, on vous offre un arbre, débrouillez-vous, plantez-le où vous pouvez. Entretien de la Bastille. Ah, quel projet d'investissement ? D'abord, c'est du fonctionnement en l'occurrence. La changement des flottes des véhicules. Bon, super. Chrono-vélo, qui continue, qui n'est pas nouveau. Et une innovation architecturale, les immeubles en bois, mais vous en annoncez un seul. Voilà donc à quoi correspondent les 4 grands axes de votre plan d'investissement, le fameux tremplin scintillant. Je ne vois là ni innovation, ni annonce, ni tremplin olympique scintillant. Que du déjà vu, déjà annoncé depuis des années, et du rabougri. Et d'ailleurs, cela laisse penser que votre programme n'a en réalité jamais été finançable, sans augmentation des impôts et sans emprunt pharaonique. Car rappelons qu'en 2022, il s'agit de 40 millions
niveau d'emprunt jamais vu dans l'histoire de Grenoble. C'est en réalité un grand saut vers l'abîme, un plouf. Examinons maintenant en euros ce budget d'investissement. Page 7. Le plan pluriannuel d'investissement va passer à 260 millions d'euros pour la période 2023-2027, soit plus 20% par rapport au dernier plan. Cela semble super, et pourtant. Pourtant, si cette affirmation n'est pas fausse, elle cache une réalité un peu différente, illustrée par vous-même, page 50 du rapport. Entre 2022 et 2023, le budget d'investissement augmentera de, attention, 3 millions d'euros, 2,88%, en passant de 104 à 107 millions d'euros. Il doit y avoir quelque chose qui nous échappe, puisque les recettes en 2023 augmentent, elles, grâce aux impôts nouveaux, de 48 millions d'euros. Et l'on découvre, toujours dans ce tableau, page 50, que si les investissements n'augmentent que de 3 millions d'euros en 2023, le budget de fonctionnement, quant à lui, augmente de 41 millions d'euros. Entendez-moi bien, sur les 48 millions d'euros de recettes supplémentaires grâce aux impôts en 2023, 41 millions sont affectés à des dépenses de fonctionnement et 3 millions à des dépenses d'investissement. Voilà donc le tremplin pour l'amplification des investissements de transition. Vous nous prenez vraiment pour des imbéciles. L'augmentation de la taxe foncière et les nouveaux emprunts financent le fonctionnement et financent les emprunts. C'est en vérité un cercle bien vicieux que vous avez lancé là. Pourtant, les recettes jusqu'en 2022 n'ont jamais été aussi dynamiques. Sans augmentation d'impôts ni augmentation de tarifs de services publics, la ville de Grenoble a gagné depuis 2020 8 millions de recettes supplémentaires par an, soit en 3 ans, 24 millions d'euros. Comment ça se fait? Parce que l'économie va bien et parce que l'immobilier va bien. Voilà une autre vérité. Il y a dans votre vision tremplin scintillant mensonger un horizon particulièrement inquiétant. Vous sauvez le présent, mais vous obérez l'avenir. Pour preuve, dans les tableaux de prospective qui mènent jusqu'à 2027, l'épargne nette, c'est-à-dire la réserve financière de la ville de Grenoble, ne fait que s'affaiblir à mesure que les années passent. La situation est donc loin d'être stabilisée. Vous creusez la tombe des comptes de Grenoble d'ici 2027. Des impôts parmi les plus hauts de France, une dette au niveau de celle de Carignon, et même plus, 300 millions d'euros de dette, alors qu'Alain Carignon, vous le disiez vous-même tout à l'heure, c'était 238 millions d'euros. Cherchez l'erreur. Et vous avez endetté la ville pour 20 ans. Voilà la facture du tremplin. Bravo. Oui, abordons la question de la dette. Je vais vous raconter une histoire, ou comment racheter la dette par la dette, une vision court-termiste. Une famille accumule les dettes et ne parvient plus à s'en sortir avec les charges courantes de la maison. Courses alimentaires, factures d'électricité, garderie d'enfants. Elle peine à rembourser son crédit immobilier et ne peut pas partir en vacances. Alors elle prend un crédit consommation, puis 2, puis 3, étalé sur 4 ans, jusqu'au jour où elle ne parvient plus à équilibrer ses fins de mois. Elle prévoit alors un plan de sauvegarde en 2015. On supprime la garderie, on mange du riz. Mais la famille ne résiste pas et achète malgré tout une nouvelle télé, de nouveaux téléphones, consomme, prend des abonnements divers pour regarder des séries et s'offrir un beau cadeau en 2020, année électorale. Elle est à nouveau en difficulté. Plutôt que de réfléchir à un changement structurel de ses dépenses, la famille choisit en 2020 le rachat de dettes. Un emprunt nouveau, de 10 ans cette fois, qui remplace les anciens crédits et lisse dans le temps la somme restante due. Plus intérêt, cela va de soi. Ça va mieux, certes, mais hélas, la famille continue à dépenser sans compter et obtient même une augmentation de salaire et une baisse de ses impôts. Merci Macron. En 2022, elle y voit là une opportunité pour préparer un tremplin pour sa transition vers l'avenir. Elle explique que l'on va investir avec un crédit de 20 ans et acheter un appartement. Pourquoi pas? Investissons. Mais lorsqu'on examine le plan de financement de cette famille, on se rend compte que rien ne va. La famille vit au-dessus de ses moyens depuis trop longtemps et veut consacrer une large part du nouveau crédit de l'achat d'une voiture, du nouveau crédit à l'achat d'une voiture ou à des vacances et finalement va juste donner un coup de peinture à l'appartement actuel. Voilà où nous en sommes en 2023. Grenoble est une famille surendettée qui finance ses crédits par de nouveaux crédits pour dépenser dans le fonctionnement plutôt que dans l'investissement et refuse de faire une quelconque analyse structurelle de ses dépenses. Comment donc racheter la dette par la dette? Une vision à court terme. Voilà la réalité.
Et je dois vous le dire et le partager avec vous, dans une situation de sortie de crise Covid et en pleine crise inflationniste et énergétique, vous faites le choix d'augmenter les impôts de 25%. On ne peut pas choisir plus mauvais moment pour les Grenoblois. On ne peut pas accepter une telle décision portée par de tels arguments. D'autant qu'en pleine campagne, le 20 février, vous affirmiez, monsieur Éric Piolle, « Va-t-on augmenter les impôts ? Non. » Aujourd'hui, à l'occasion d'une question orale, vous confirmiez que c'est bien vous qui avez affirmé cela. Et vous nous répondez tranquillement que ce n'était pas pour autant inscrit au programme. Donc, toutes vos promesses formulées publiquement à l'occasion de la campagne ne comptent pas ? À l'occasion d'une réunion des vœux aux habitants ces derniers jours, vous avez réaffirmé d'ailleurs que vous n'aviez jamais pris l'engagement d'augmenter les impôts. C'est donc faux, monsieur le maire. Vous avez menti aux habitants de Grenoble ce soir-là. Votre parole ne vaut rien. C'est la conclusion à laquelle vous nous amenez, in facto. D'ailleurs, si l'on s'en tient au programme et que vous vous bornez à cela dans la façon dont vous menez vos politiques publiques, l'autorisation du burkini et l'augmentation de la taxe foncière étaient-elles dans votre programme ? Non. Vous avez trahi vos électeurs et vous continuez de les trahir. Reprenons maintenant les exemples que vous utilisez, avant, après, que nous avons largement critiqués en commission et nous avions demandé d'ailleurs à avoir une étape intermédiaire, requête à laquelle vous n'avez donc pas accédé. Cas numéro 1. Un appartement de 25 mètres carrés pour un couple sans enfants. Avant Emmanuel Macron, il payait 1 031 € d'impôts. Après Emmanuel Macron, il payait 491 € d'impôts. Après Éric Piolle, ils paieront 657 € d'impôts, soit 166 € de plus. Merci Éric. Cas numéro 2. 45 mètres carrés. Un couple sans enfants. Avant Emmanuel Macron, 1 504 € d'impôts. Après Emmanuel Macron, 710 € d'impôts. Après Éric Piolle, 951 € d'impôts, plus 250 € par an. Merci Éric. Cas numéro 3. Un appartement de 65 mètres carrés pour un couple avec 2 enfants. Avant Emmanuel Macron, il payait 1 730 € d'impôts. Après Emmanuel Macron, 992 € d'impôts. Après Éric Piolle, 1 327 € d'impôts, plus 335 € par an. Merci Éric. Cas numéro 4. Un appartement de 105 mètres carrés pour un couple avec 2 enfants. Avant Emmanuel Macron, 2 992 € d'impôts. Après Emmanuel Macron, 992 € d'impôts. Après Éric Piolle, 2 110 € d'impôts, plus 1 118 € d'impôts. Merci Éric. Pour masquer la réalité financière de la ville de Grenoble et justifier l'emprunt et l'augmentation historique des impôts, vous n'hésitez pas, comme d'habitude, monsieur le maire, à ressortir votre bonne vieille méthode. C'est pas moi, c'est l'État. Je rappelle, d'ailleurs dans votre argumentaire, vous revenez dessus, que les baisses de dotation aux collectivités, pardon, ce sera une partie un peu technique pour ceux qui nous regardent, c'était sous François Hollande. Ça fait 5 ans que les dotations sont maintenant stabilisées. 5 ans sur vos 8 ans de mandat. Et je rappelle que cette année, l'État vient de revoter 320 millions, modestes, mais qui peut le plus, peut le moins, 320 millions d'euros pour 2023 adressés aux collectivités. Je rappelle aussi qu'en 2022, c'est 248 milliards d'euros que les collectivités se partageaient et levaient en tant qu'impôts et récupérés de l'État pour développer leur politique publique. 248 milliards dans les territoires, c'est historique. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans les collectivités pour mettre en œuvre leurs programmes politiques. Je rappelle que les crises du Covid et de l'inflation sont subies dans toutes les villes de France et que toutes les villes de France n'augmentent pas les impôts et ont pu faire des réformes structurelles et anticiper un certain nombre de dépenses. Et je rappelle enfin qu'en France, on ne s'en sort pas si mal. L'inflation est la plus basse d'Europe, le chômage reste très bas, historiquement bas, et que la France est l'un des pays de l'OCDE qui redistribue les richesses le plus. Je le redis ici. Alors prenons en charge ceux qui ne bénéficient pas de cette dynamique. Bien évidemment, nous devons accompagner les plus précaires, cela va de soi, mais de grâce, n'inventez pas un procès illégitime envers le gouvernement, car sur le plan de la gestion des crises, la France est exemplaire. Et enfin, vous qui rêvez de devenir président de la République, monsieur le maire, voilà les Français avertis. Dans la grande histoire de France,
dans la grande histoire de France, il y a les présidents qui baissent les impôts et il y a les aspirants ambitieux qui promettent toujours plus d'impôts, anti-flics et pro-Burkini. Les Grenoblois et les Français n'ont désormais plus de doute sur votre projet. Merci. Oui, merci. J'aurais, par rapport aux interventions de la majorité, 6 remarques. La première, M. Fristo, donc adjoint en charge des finances, vous nous annoncez qu'il n'y a pas de hausse de la dette. Pardon, mais dans le budget principal en 2019, c'est l'encours de la dette est de 234 millions. En 2023, 244 millions. Et vous annoncez pour 2026 265 millions. Ça s'appelle, M. Fristo, une augmentation. Voilà, juste pour reposer quand même les choses. Et d'autre part, quand on regarde avec les budgets annexes, on est à 300 millions d'encours de dette pour 2023. C'est le tableau avec les colonnes que vous nous avez montrées et qui ne sont pas dans le ROB. Voilà. 300 millions d'encours de dette, c'est historique. Jamais Grenoble n'a eu autant de dettes. Ça, je pense que c'est incontestable. Donc, on est quand même bien dans un processus d'augmentation quand on ajoute des dizaines et des dizaines de millions année après année pour arriver en 2023 donc en encours total, tout budget confondu, de 300 millions de dettes. Deuxième point, vous n'entrez pas, la ville de Grenoble n'entre pas dans le filet du gouvernement d'accompagnement et de soutien financier. Pourquoi? C'est ça la question. Parce que, 1, Grenoble a un niveau de recettes considérable par rapport aux villes de la même strate. Parce que 2, la fiscalité est tellement forte que ça ne fait pas partie des communes qui ont un schéma suffisamment robuste pour qu'elles puissent entrer dans les critères. Et 3, le rapport entre dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement n'est pas suffisamment, correct pour que la ville soit accompagnée. Il y a des critères, en fait. Et demandez-vous pourquoi Grenoble n'est pas soutenue et ne rentre pas dans les critères. Parce qu'elle est censée, avec une rigueur budgétaire et une rigueur de gestion de fonctionnement, devoir s'en sortir par elle-même. C'est ça que le message du gouvernement dans le refus du filet. Troisième remarque, Monsieur Cada, vous nous expliquez très librement combien vous allez avoir des dispositifs parallèles pour compenser l'augmentation de la taxe foncière pour les plus précaires et pour les bailleurs sociaux, avec des aides de financement pour compenser, je reprends vos termes, et idem pour aide financière de compensation. Vous l'avez dit, c'est enregistré, voilà. Et pour les bailleurs sociaux, un dispositif de financement d'investissement, alors même que vous les tendez sur le fonctionnement. Ce ne sont évidemment pas du tout les mêmes lignes budgétaires, donc on voit bien que vous n'y répondez pas. Je vous rappelle juste qu'à partir du moment où vous augmentez la taxe foncière, elle est universelle, vous aimez bien ce mot, et donc je rappelle qu'il est interdit de compenser une taxe foncière que vous trouvez injuste. Si vous la trouvez si injuste que ça par rapport aux plus précaires, ne l'instaurez pas, cette augmentation. Mais c'est ou tout le monde ou personne, voyez-vous. Et mettre en place et évoquer des dispositifs de compensation, je peux vous garantir qu'il y aura un sujet de l'égalité. Mais on vous connaît suffisamment pour que vous n'y alliez pas droit au but et qu'en fait vous ayez un dispositif de contournement, d'ailleurs vous l'avez dit vous-même, pour venir accompagner financièrement des familles précaires. Vous n'allez pas inscrire ça dans une compensation de la baisse de la taxe foncière, mais vous l'avez dit aujourd'hui et nous saurons nous en rappeler et le signaler éventuellement à Monsieur le Préfet en contrôle de légalité. Quatrième point, l'encadrement des loyers. Alors là, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que vous voulez protéger la veuve et l'orphelin, c'est-à-dire qu'à la fois vous voulez augmenter les impôts, mais en même temps, il faut ménager les plus précaires et surtout que les riches ne s'enrichissent pas, hein, c'est de votre nouveau dada, on l'entend bien. Et donc l'encadrement des loyers. Sur ce point, la métropole, notre groupe s'est déjà exprimé et on n'y est pas favorable. Mais je rappelle simplement que si vous voulez que les propriétaires accélèrent la transition énergétique et rénovent leur logement, il leur faut des capacités d'investissement. L'argent ne tombe pas du ciel, rappelez-vous. D'accord ? Donc si vous venez d'un côté plafonner les recettes, à savoir les loyers, et de l'autre augmenter leurs charges, comment croyez-vous que les capacités d'investissement pour rénover leur logement vont évoluer? Elles vont évoluer à la baisse. Donc en réalité, en plafonnant les loyers et en augmentant les charges avec la taxe foncière, vous réduisez les moyens pour les propriétaires de rénover de façon énergétique leur logement. C'est complètement contre-productif par rapport à la transition et l'accélération, ou je ne sais plus quel mot vous utilisez, sur les enjeux énergétiques et de rénovation thermique. Cinquième point, Monsieur Namur,
vous nous parlez des espaces verts, et donc j'écoutais votre liste à l'après-vert. Moi, je pense que travailler par petits îlots est une des options, et là-dessus, je vous suis. Parce qu'effectivement, la ville nature, ce n'est pas qu'un grand parc, c'est aussi les petites actions dans les quartiers, les cœurs d'îlots, d'où ma remarque sur le fameux bar Le Jardin, qui aurait mieux fait de devenir un vrai jardin plutôt qu'une terrasse bruyante. Passons. Mais je trouve quand même, vous citez un projet qui est fait en tant que nouvel espace vert, et un projet en devenir qui m'inquiète, en tout cas qui inquiète les riverains. Le projet que vous citez, un des projets que vous citez en tant que nouvel espace vert, c'est la place Victor Hugo. Alors, pardon, mais s'il y a bien une place qui n'est pas un espace vert, quand bien même on pourrait compter les petits îlots d'herbe verte, c'est pas tout à fait ça, la ville nature, quand même. Juste, il y a quand même un décalage. Quand vous osez citer la place Victor Hugo en exemple d'îlot de fraîcheur, je pense qu'il faudra qu'on repasse. Et ensuite, le projet en questionnement et qui interroge très sérieusement les citoyens. Je ne sais même pas s'ils sont encore au courant, ou en tout cas, comme ça a déjà circulé la rumeur, ils sont déjà mobilisés. C'est la place de Metz. Vous annoncez ça comme ça, au détour d'une liste de projets pour supprimer un parking. Moi, il me semble que place de Metz, l'union de quartier a été très claire sur son positionnement, y compris les commerçants, sur le fait de dire on ne peut pas supprimer une place de parking, place de Metz. Donc, c'est une vraie question que vous engagez là, et ce serait bien, un, qu'on en parle avec les citoyens et les habitants du quartier, et deux, qu'éventuellement, on l'aborde aussi en conseil municipal, mais je sens que tout ça est assez accessoire en ce qui concerne les oppositions et leur information. Et enfin, dernier point, sur la gratuité et cette espèce de mirage sur la gratuité. Alors là, vous y allez franchement, quoi. La gratuité des bibliothèques, qui était déjà pas très payante, la gratuité des musées, qui était déjà pas très payant non plus. Ce serait intéressant, et je rebondis sur les propos de mon collègue, Romain Gentil, merci, excuse-moi Romain. Mais en fait, de combien il s'agit, de combien vous vous privez de recettes? Parce qu'en réalité, les bibliothèques et les musées n'étaient déjà pas payantes pour beaucoup de monde. Et sur les musées, puisque nous avons quand même un des plus beaux musées d'Europe, une collection formidable au musée de Grenoble, on va par contre se priver non pas des recettes des Grenoblois et des enfants et des précaires et des chômeurs et des étudiants et des seniors pour qui c'est déjà gratuit, mais on va se priver de la recette des visiteurs extérieurs à la métropole, les touristes. Alors eux, ils ont les moyens de voyager, ils viennent à Grenoble pour voir la collection grenobloise, mais eux, du coup, ça va être gratos, c'est gentil pour eux, super. Donc il y a une espèce comme ça de fantasme de la gratuité, et de surcroît, et ce sera mon dernier mot, rien n'est jamais gratuit dans le service public, et je le dis à ceux qui nous regardent, et je le dis aux Grenoblois. Si on ne paye pas un service public, on le paye de toute façon par les impôts. Preuve en est, vous faites plein de gratuité et vous augmentez la taxe foncière de 25%. C'est QFD. Un service public se paye et il a un coût. Et certaines communes ont expérimenté la gratuité du périscolaire. Parce que là, je n'ai pas bien compris, Madame Lheureux, votre histoire sur le périscolaire universel, qui était assez vaporeux. Si vous envisagez, je n'ai pas compris, je ne sais pas, une éventuelle gratuité du périscolaire, des communes l'ont fait avant vous. Et sur ce point de la gratuité du périscolaire, comme d'ailleurs sur les transports en commun, sur plein d'objets, la gratuité, en fait, n'a pas du tout les effets escomptés. Parce qu'à partir du moment où c'est gratuit, eh bien, on en use, on en abuse, et en fait, ça dérègle le service public. Le service public a de la valeur. Ce que font vos agents a de la valeur. Et ça ne doit pas être démonétisé. C'est très important, même symboliquement, dans des hiérarchies de tarifs ou des tarifs au quotient familial, de ne jamais réduire à zéro le prix d'un service public. Et c'est une conviction profonde, philosophique, et je tenais à le partager avec vous. Merci.